BFM Business présente Les pionniers chez Fred Mazzella avec Frédéric Mazzella et Rebecca Blanc-Lelouch. Au sommaire des pionniers cette semaine, on commence par le tête-à-tête avec une athlète de très haut niveau, triple championne paralympique et 4 titres mondiaux. C'est une figure de proue du mouvement handisport français, une très grande athlète. Elle est sur tous les fronts à la fois et elle n'en perd jamais son sourire. Nous recevrons Marie-Amélie Le Fur. Et en deuxième partie, c'est le pitch avec 2 entrepreneurs cette semaine. Emma Fred, fondatrice d'Optimo, l'entreprise qui permet à chacun d'optimiser sa rénovation énergétique. Puis Laure Courty, fondatrice et présidente de Wearcito, la solution française d'externalisation de logistique. Et tout de suite, place au tête-à-tête avec Marie-Amélie Le Fur. Les pionniers chez Fred Mazzella, le tête-à-tête. Bienvenue dans le tête-à-tête. Aujourd'hui, je reçois Marie-Amélie Le Fur. Bonjour Marie-Amélie. Bonjour Fred. Alors, tu es une sportive de très haut niveau. En athlétisme, tu es notamment triple championne paralympique. Tu es plus récemment devenue présidente du comité paralympique et sportif français, à 30 ans seulement. Et tu œuvres à préparer les meilleurs Jeux paralympiques possibles pour évidemment notre grande échéance des JO de Paris 2024. Tu es athlète, présidente, maire, tu es engagée sur tous les fronts. Alors tu connais le principe de l'émission, on est là pour découvrir tes émotions, tes apprentissages sur ton parcours. Évidemment, on parlera de ton parcours pour venir illustrer tout cela, mais ce qui nous intéresse nous vraiment, c'est de savoir ce que tu as pensé, ressenti sur ce parcours-là face à tous les déroulés que la vie nous offre. Et le tout sera agrémenté d'informations et d'illustrations de Rebecca qui viendra nous présenter tout ça sur le plateau. Alors c'est parti pour ton parcours. Tu es né en 1988 à Vendôme, dans le Loir-et-Cher. Tu as grandi dans la région avec tes parents et ta sœur aînée. Dès l'âge de 6 ans, tu commences à courir, tu découvres l'athlétisme. Comment ça s'est passé cette découverte ? Alors la découverte, c'est tout simplement ma sœur qui l'a impulsée. Elle voulait faire de l'athlétisme, elle voulait pas en faire toute seule. Donc c'est mon aînée de 4 ans. Donc voilà, comme moi je suis une super petite sœur, je l'ai suivie dans cette aventure-là. Puis au bout d'un an, bon voilà, c'était sympa l'athlé, mais il manquait quelque chose. Et là, c'est mes parents vraiment qui m'ont encouragée à persévérer, à continuer. Et j'ai continué cette aventure de l'athlétisme, simplement pour le plaisir, pour le bonheur, pour le lien social aussi que j'y trouvais. Ça, c'était important pour moi. Et puis derrière, vraiment, ouais, cette question de la quête du dépassement de soi. Très vite, c'est quelque chose qui m'a animée, le fait d'aller chercher des objectifs, de challenger, de réussir, d'échouer. Ça a été, je trouve, une très, très belle école de la vie au travers des différents challenges et objectifs sportifs. Alors, tu grandis avec le sport, mais pas seulement. Tu voulais, toi aussi, devenir sapeur-pompier. Enfin, tu étais très passionné par tout ce milieu-là. À l'âge de 15 ans, ta vie prend un tournant. Rebecca va nous raconter tout cela. Le 31 mars 2004, votre vie bascule pour toujours. Un accident de scooter qui vous doit l'amputation tibiale de votre jambe gauche. Et 4 mois après, jour pour jour, le 31 juillet, vous recommencez à courir. Au début, vous ne souhaitiez pas vous confronter tout de suite à vos anciens camarades sportifs du club par peur d'être jugé, puisque votre état ne vous permettait pas d'être au même niveau qu'eux. Vous prenez contact avec la fédération handisport très vite quand même, et avec pour objectif de quand même vous remettre au sport après ce drame. Et prenez part aux épreuves dans la catégorie T44, amputée des membres inférieurs. Et de là, vous n'avez jamais arrêté de vous battre pour poursuivre cette carrière au-delà de tout préjugé ou obstacle. Vous finissez 2e en saut en longueur aux 100 mètres et aux 200 mètres des championnats du monde paralympique d'athlétisme en 2006. De là, vous enchaînez les prix et médailles. Vous battez le record du monde féminin handisport en saut en longueur avec une distance de 5,43 m jusqu'au jeu de 2016 à Rio, où vous décrochez 3 médailles, dont 2 médailles d'or. Et vous décidez là de faire une pause pour vous consacrer à la candidature de Paris 2024. Alors, comment on fait pour se remettre d'un accident comme ça, voir le positif, aller plus loin ? Est-ce que c'est le sport l'énergisant ? Comment c'est passé ? L'amour de la vie et les proches sont le déclencheur. C'est vraiment ce qui nous donne envie de se battre. Et derrière le sport, c'est le moteur. C'est l'objectif qui permet d'avancer et en tout cas moi, qui m'a guidée vers quoi j'avais envie d'avancer. Mais vraiment, la première prise de conscience, c'est de se dire que
Bah oui, ce qu'on est en train de vivre, c'est dur, c'est dramatique, mais qu'en fait, on a 2 choix qui s'opposent à nous. C'est soit on n'accepte pas cette situation et donc là, le handicap, la façon dont on le vit vient nous gâcher la vie et gâcher toute expérience. Soit on accepte finalement que la vie que l'on va vivre, elle va être totalement différente de celle qu'on a imaginée, mais si on s'entoure bien, si on se donne les moyens, et ben cette vie, elle sera pas moins belle, elle sera simplement différente. Et donc nous, c'est la voie sur laquelle on s'est engagé. Et comme je pouvais plus être pompier, comme il y avait plein de certitudes qui avaient comme ça explosé en plein vol, on a continué sur une certitude qu'on connaissait, c'était celle de l'amour du sport. Et le sport a été vraiment pour moi un révélateur parce que ce qui a été très dur en fait à l'adolescence, ça a été finalement du jour au lendemain de basculer dans ce monde des personnes en situation de handicap et donc de vivre une société qui désormais décidait de ce que je devais faire, de ce que je pouvais faire, de ce que j'étais capable de faire. Et c'était absolument terrible. Moi, j'avais juste envie de vivre ma vie. Et finalement, le sport m'a permis de m'affranchir de tout ça, m'a permis de me connaître, de me comprendre, de me découvrir, de m'émanciper et de devenir la femme que je suis actuellement. Et je pense que j'aurais pas eu ce caractère et cette force de vivre si j'avais pas eu la chance très rapidement de refaire du sport. Et ça, je le dois à mon entourage, je le dois à mes parents qui n'ont pas jugé mon choix et qui m'ont accompagnée. Je le dois à mon entraîneur qui a cru dans ce défi. Je le dois à ma prothésiste qui connaissait absolument pas les prothèses de course quand on est allé la voir, mais qui s'est dit, ben cette gamine, elle a envie de réaliser un rêve, et ben je l'ai accompagnée. Voilà. Donc je le dois vraiment à toutes ces personnes qui ne nous ont pas jugés, mais qui nous ont fait confiance et qui nous ont accompagnés dans cette reprise du sport et puis derrière la carrière de sportif de haut niveau. Oui, c'est ça, parce que c'est pas seulement le sport ou la pratique du sport, c'est ensuite passer dans la catégorie sport de haut niveau, enfin athlète de haut niveau. Donc là, c'est une étape supplémentaire. Parce que tes premiers championnats du monde paralympiques, c'est en 2006. Puis en 2011, tu obtiens 2 médailles d'or mondiales sur le 100 mètres et le 200 mètres. Donc là, ça y est, tu es parti Mm. dans la course, j'ai envie de dire. Alors, elles avaient quel goût ces premières médailles d'or? Alors les premières médailles d'or, en fait, elles sont arrivées assez tardivement. Moi, ça faisait déjà 7 ans que je faisais du sport de haut niveau. J'ai repris globalement 2004-2005. La première médaille d'or, elle arrive en 2011. Pendant des années, sur mes premiers jeux, mes premiers championnats, j'étais vraiment abonnée aux médailles d'argent. Donc on a travaillé ardemment avec les coachs pour essayer de devenir de plus en plus une athlète aboutie, de choisir aussi les bonnes disciplines, parce qu'il y a eu ce changement de discipline à opérer pour rentrer dans le moule, dans le modèle des Jeux paralympiques. Mais pour ça, on a aussi pu compter vraiment sur les conseils de la Fédération française handisport, qui était experte du handicap, qui connaissait le monde des Jeux paralympiques, ce que nous, on découvrait avec mon coach et mes parents. Donc, on s'est laissé porter, guider. On a défini ensemble ce projet. Et puis derrière, il n'y a pas de secret. C'est du travail, c'est de l'abnégation, c'est de l'entraînement comme un sportif de haut niveau, mais en intégrant aussi une dimension technologique. Parce que moi, j'ai une prothèse et à un moment donné, il fallait aussi optimiser toute cette utilisation de la prothèse, du matériel, et donc aller chercher des compétences d'ingénierie, des compétences spécifiques et scientifiques pour vraiment devenir une athlète aboutie à 100%. Oui, parce il y a les médailles mondiales, après il y a les Jeux olympiques, là c'est encore, autre chose. Les Jeux olympiques en 2012, tu as ta première médaille d'or et en 2016, on l'a vu tout à l'heure, tu as 3 médailles dont 2 d'or. Donc tu dis que tu étais abonné aux médailles d'argent, mais bon, enfin ça te rend sympathique en même temps parce qu'en France, on préfère le deuxième que le premier. Alors justement, quel est ton rapport d'ailleurs par rapport à ça, quand on gagne, qu'est-ce que tu ressens? Et qu'est-ce qui, quand tu arrives tout en haut, est-ce que tu te dis, bon, le but c'est de rester ou la marche d'après c'est autre chose? Qu'est-ce que c'est? Alors, chaque médaille, que ce soit un titre ou pas, a une saveur particulière. Moi, il faut savoir que mes titres paralympiques, ils m'ont offert une émotion de fou. Le titre paralympique à Londres, c'est mon premier titre. Il y a 80 000 personnes dans le stade qui sont des fervents admirateurs du sport et qui nous ont portés comme ça. Il y a mes proches. Enfin, voilà. Donc, c'est un souvenir absolument extraordinaire dans ma carrière. C'en est même un souvenir qui est très difficile à décrire, tellement c'est fort en émotion et ça vient comme ça vous marquer à vie parce que c'est une satisfaction d'avoir finalement réussi des années et des années de travail, de concrétiser tout ce travail d'une équipe en allant chercher cette médaille d'or. Mais il faut savoir que la médaille d'argent que je gagne lors de ces Jeux à Londres est aussi une médaille qui est absolument magnifique parce que c'est une course
parfaite de bout en bout. J'ai rien à regretter sur cette course-là. Elle ne m'apporte pas l'or parce que ce jour-là, j'ai trouvé plus fort que moi. Mais voilà, je fais vraiment la meilleure course de ma carrière sur ce 200 mètres-là. Donc en fait, ce qui est important, c'est de regarder la médaille, le chemin qui a été parcouru. Et c'est là en fait qu'on peut véritablement ressentir si c'est une belle médaille ou pas. Après, les médailles de Rio, elles sont aussi, voilà, pour moi, très, très belles parce que le chemin de 2012 à 2016, il n'a pas été simple. Il a été jonché d'énormément de choix et notamment de partir sur des disciplines nouvelles, de partir sur le saut en longueur. Il y a eu la blessure quelques semaines avant les Jeux de Rio, donc il y avait énormément d'incertitudes. Et d'arriver comme ça à Rio avec ce manque de confiance, d'aller chercher les titres, d'aller chercher les records du monde. Et aussi parce que je m'étais fait un pacte avec moi-même après 2012, c'était de vivre beaucoup plus humainement ces Jeux de Rio. C'est-à-dire de ne pas simplement aller chercher la perf et la médaille, mais aussi de profiter de toute l'aventure humaine que vous apportent les Jeux. Une aventure humaine avec vos adversaires, avec le monde entier, avec les téléspectateurs, avec les médias. Voilà, j'avais envie de prendre plaisir et de vivre humainement ces Jeux, ce que je n'avais pas fait à Londres puisque j'étais focus sur ma perf. Donc là, ça a été une aventure humaine de folie que j'ai pu partager en plus avec Nantenin Keita qui, elle aussi, est devenue championne paralympique. Donc voilà, donc c'est à la fois une aventure sportive très forte, mais aussi humaine parce que j'ai rencontré des personnes extraordinaires et de découvrir comme ça leur parcours de vie, ça a été très inspirant aussi pour moi. Oui, alors ça, pour toi, c'est toutes ces émotions-là, mais aussi tu dis que ça t'a donné une envie d'être utile, enfin, en tout cas, de rendre ces médailles-là utiles à quelqu'un d'autre que toi aussi, Effectivement, en évidemment. fait, Enfin, derrière le titre de 2012, je me dis: «OK, c'est bien, voilà, je suis championne paralympique, c'est chouette», mais c'est chouette pour, Marie-Amélie Le Fur, Cyril Niveau, son coach et la famille, c'est une belle émotion. Mais maintenant, à quoi ce titre, il sert concrètement? Et quand, en fait, je regarde en arrière, je regarde toutes les personnes qui m'ont aidée, toutes ces personnes qui finalement, ont fait en sorte que je n'ai aucun frein, dans ma reprise du sport, dans ma carrière de haut niveau et finalement, moi, j'ai eu envie d'endosser le même rôle et de me dire: «Bah, demain, ce titre paralympique, il faut qu'il soit utile, qu'il aille aider les autres personnes en situation de handicap. Il faut qu'il permette finalement de démocratiser cet accès à la pratique sportive des autres personnes en situation de handicap. Donc à ce moment-là, je commence à aller dans les entreprises, je commence à aller dans les écoles, je commence à prendre quelques mandats associatifs pour essayer d'apporter ma petite pierre à l'édifice pour faire changer les choses. Et finalement, voilà, me dire qu'être athlète de haut niveau, c'est aussi avoir un rôle sociétal, de promouvoir des valeurs et notamment celle du sport, de l'importance de faire du sport dans notre quotidien. et en 2018, tu reçois un coup de fil. Et ouais, coup de fil qui a changé ma vie, coup de fil surréaliste. Voilà, c'est Emmanuelle Asman qui m'appelle. Donc, c'est une femme que j'estime énormément, Emmanuelle, parce que elle a été présidente du comité paralympique pendant 5 ans et elle l'a porté à un moment absolument essentiel, un moment crucial, ce qui est celui de la candidature des Jeux de Paris 2024. Et je pense que si les équipes de Tony et Tony lui-même ont ce réflexe vraiment de parler des Jeux paralympiques, c'est en grande partie grâce à Emmanuelle. Voilà. Donc c'est pour moi vraiment une pionnière du mouvement paralympique. Et ce jour-là, elle m'appelle pour me dire que elle souhaite quitter ses fonctions de présidente. Donc déjà, moi, je tombe un peu des nues parce que c'est un monument comme ça pour moi qui va finalement tourner la page du mouvement paralympique. Puis derrière, elle me glisse que finalement, je pourrais peut-être avoir le profil pour prendre sa succession. Donc au début, bon, je lui dis, bah, t'es gentil, Manu, je vais réfléchir. Puis moi, j'y crois pas du tout parce que je suis pas Emmanuel Asman, parce que j'ai pas sa force de caractère, parce que j'ai pas sa vision, parce que j'ai pas son aura. Et donc, ma première idée, c'est forcément un petit peu de décliner. Et puis derrière, comme Manu, voilà, elle est déterminée, elle va me rappeler, puis elle va comprendre que ça suffit pas. Donc, elle m'amène à rencontrer les membres du comité paralympique, les salariés. Et surtout, elle va me faire appeler comme ça par des personnes de confiance qui vont me faire comprendre que, bah oui, je suis pas Emmanuel Asman, je n'ai pas ses compétences, je n'ai pas ses capacités, mais j'en ai d'autres. J'ai mes forces, j'ai mes faiblesses, et que c'est peut-être de ces forces et ces faiblesses dont le mouvement paralympique il a besoin à ce moment-là. Donc, je décide de tenter l'aventure et j'ai la chance, voilà, depuis 5 ans, de vivre cette aventure extraordinaire auprès d'une équipe qui est engagée, qui est dynamique et avec lequel je partage vraiment cette vision de l'importance de faire rentrer le sport dans le parcours de vie des personnes en situation de handicap. Alors merci Marie-Amélie pour cette première introduction à ton parcours. Maintenant qu'on te connaît un petit peu mieux, on va pouvoir passer à l'entrée dans ton monde, le monde du sport et de l'optimisme.
Ton monde, c'est le sport, mais c'est aussi l'engagement pour le collectif et pour l'inclusion, Rebecca. Et même depuis 2019, vous êtes dans le dictionnaire Larousse. Votre propre nom y figure, faisant partie des nouveaux entrants de l'édition, aux côtés des mots liker et détox. Il paraît que vous l'avez d'ailleurs appris par hasard, dans les médias, en écoutant la radio dans la voiture. Un symbole que votre parcours devient une référence, comme quand vous êtes devenue la Marianne du village de Saint-Roch en Indre-et-Loire. Le maire vous a choisi quand vous aviez 29 ans pour incarner la République. Le sculpteur Michel Audiard a réalisé non pas qu'un buste, mais une découpe en relief sur une plaque de métal, ayant pris pour modèle une photo réalisée au Jeux de Rio en 2016. Sur fond bleu, blanc, rouge, on vous voit avec de nombreuses médailles autour du cou, une première Marianne sportive, encore un symbole fort qui vous a fait entrer dans l'histoire. Ah, ça fait 30 ans que tu cours. Qu'est-ce que tu aimes dans le sport, dans la course, qu'est-ce que ça t'apporte? Ça m'apporte différentes choses. Déjà, c'est important, hein, j'en ai besoin au quotidien, voilà, de courir pour, déjà la sensation de lâcher prise. Quand on met les baskets, quand je mets la prothèse, quand je pars courir et ben finalement, il y a vraiment ce sentiment de lâcher prise où on arrive à finalement se détacher des difficultés du quotidien, des angoisses, et moi, ça me donne matière à réfléchir autrement et finalement à retrouver une Tu forme de t'évades un peu, quoi. dynamisme. Mm. Voilà, je m'évade, mais en même temps, c'est comme j'oxygène beaucoup mon cerveau à ce moment-là, et ben c'est aussi une source d'inspiration et ça me permet derrière de effectivement générer un peu de fatigue parce que le sport génère de la fatigue, mais ça me génère un bien-être mental et ça me rebooste. Et c'est vraiment un moment, ouais, de reconnexion avec moi-même. Et puis après, ce que j'aime, c'est la sensation du défi, de la rencontre, du partage. Donc, je continue à courir avec des petits objectifs que j'espace un petit peu pour que ce soit cohérent avec mes nouveaux temps de vie. Mais j'ai quand même besoin de cette pratique du sport régulière, hebdomadaire, parce que sinon, voilà, je fais un peu le modèle cocotte minute et j'ai pas suffisamment de temps de lâcher prise. Alors, avec le comité paralympique et sportif, vous avez lancé le club inclusif. Le club inclusif, est-ce que tu peux nous en dire un mot? Oui, en fait, le programme Club Inclusif part d'une analyse qui est celle qu'actuellement, quand vous êtes en situation de handicap, vous avez trop peu de clubs à proximité de chez vous qui soient en capacité de vous accueillir quand vous êtes une personne singulière. 1,4% des clubs de nos territoires se disent en capacité d'accueillir une personne en situation de handicap. En moyenne, une personne en situation de handicap, elle fait 55 kilomètres pour trouver un club qui est en capacité de l'accueillir. Moi, enfin, je sais pas toi, mais moi, personnellement, si j'avais 55 kilomètres à faire, Ah bah, ça oui, aurait c'est raison une de ma grande barrière. motivation. Mm. Donc, l'idée, c'est vraiment d'agir contre ces statistiques et de permettre d'avoir des clubs de proximité, à proximité des bassins de vie des personnes en handicap qui se sentent en capacité d'accueillir. Donc, club inclusif, c'est quoi? Eh ben, c'est tout simplement une sensibilisation, une formation entre 3 et 5 jours où on va aller parler aux éducateurs, aux bénévoles, aux dirigeants des clubs locaux de ce qu'est la situation de handicap. Donc, c'est un projet qui est soutenu par le ministère des Sports, qui est opéré par le Comité paralympique et sportif français en partenariat avec les deux fédérations spécifiques, la Fédération française handisport et la Fédération française du sport adapté. Et l'idée, c'est vraiment, voilà, d'aller casser un peu les craintes, les peurs, les stéréotypes que peuvent encore avoir nos clubs à accueillir une personne en situation de handicap. Donc, il y a de la formation théorique, il y a de la formation pratique et surtout derrière, il y a 6 mois d'accompagnement pour faire en sorte que ce club derrière, il est vraiment dans son projet de club un ADN vers les personnes en situation de handicap et qu'il aille véritablement à la rencontre de ce public. Donc voilà. Donc l'objectif in fine, c'est que à proximité du bassin de vie de chaque personne en situation de handicap, il y ait une politique du choix. Se dire que il faut aussi que la personne en situation de handicap, elle puisse choisir proche de ses gènes un sport qui lui correspond parce qu'elle a tel ou tel handicap ou parce qu'elle aime tel ou tel type de pratique sportive. Alors, pour continuer, on a une question surprise pour toi de la part d'Emmanuel Assmann. Bonjour Marie-Amélie, bonjour à tous. Écoute, comme je sais que tu as une double, triple, quadruple vie et que tes journées sont bien remplies, je voulais savoir quel était ton moment préféré dans la journée. Je t'embrasse fort, à bientôt. J'aime beaucoup les journées où j'ai la chance de pouvoir vivre mes 3 vies. Mes 3 vies, c'est ma vie de maman,
ma vie de sportive et ma vie de présidente du comité paralympique. Et quand j'ai la joie et le bonheur de pouvoir aller réveiller mes filles le matin pour déposer la grande à l'école, pour déposer la petite chez sa nounou, c'est des moments qui sont très peu, qui sont très courts en termes de durée, mais qui sont des moments très forts de partage, de sourire, de bonheur. Voilà. Et puis derrière, je me rends sur Paris, je fais ma journée. Si je peux aller courir sur le temps de la pause du midi, c'est absolument génial parce que je sais que bien souvent, le soir, je rentre trop tard pour les voir. Mais voilà, juste que d'avoir ce moment du réveil le matin. Et puis c'est comme ça aussi que je me suis construite en tant que maman, c'est de se dire que moi, je ne peux pas passer des longs temps quantitatifs avec mes filles parce que mon mode de vie ne me le permet pas. Donc, j'ai choisi d'avoir des moments qui sont qualitatifs. Quand je suis avec elles, je suis 100% avec elles et j'accepte de décrocher de mon ordinateur, de mon téléphone parce que c'est aussi important d'être une maman pleinement investie en sortant un petit peu des dictats de la société qu'une bonne mère, c'est une mère qui est tout le temps aux côtés de ses filles. Moi, je ne le vivrai pas comme ça. Voilà. Pour moi, c'est un juste équilibre à trouver et de donner le temps dont elles ont besoin, mais en tout cas de le donner à 100% ce temps-là. Merci beaucoup, Marie-Amélie. On en sait désormais bien plus sur tout ton parcours et ce qui te motive. C'est pour nous le temps de passer à la séquence suivante. Alors, séquence actu, on voudrait parler de ton dernier projet en cours, Rebecca. Dans 9 mois aura lieu le match retour des Jeux Paris 2024 qui débutera avec l'ouverture des Jeux paralympiques aux Champs-Élysées et place de la Concorde. Premier jeu paralympique d'été en France, premier jeu en Europe depuis 2012 et premier jeu d'été avec un public depuis 2016. Un spectacle unique qui rassemblera plus de 4400 para-athlètes issus de 180 nations. Une compétition qui durera 11 jours avec 22 parasports et 23 disciplines. En termes de médailles d'or à glaner et de cap à franchir, c'est compliqué mais accessible. Et vous dites que si l'alignement des planètes est bon, on a nos chances d'être dans le top 8. Alors, dans le top 8, c'est faisable? Tu y crois vraiment? Ouais, on y croit vraiment, hein. L'objectif, ça va être de doubler le nombre de médailles d'or entre Tokyo et Paris pour arriver à tendre durablement vers ce top On avait 5. déjà doublé entre Rio et Tokyo. En termes de volumétrie de médailles. Voilà, on était passé de 26 à 55 médailles entre Rio et Tokyo. Donc, ça démontre bien que dès l'instant que l'on investit financièrement, en termes de ressources financières, en termes de ressources humaines, et le mouvement paralympique, il sait se saisir de toutes ces ressources qu'on lui donne pour aller chercher plus de médailles. Et Donc là, ça passerait à 100, plus de 100. Alors non, là, l'objectif, c'est vraiment de doubler le nombre de médailles d'or. Voilà, pas le nombre de médailles. Pas le nombre de médailles tout court. Voilà, le nombre de médailles d'or, parce qu'on sait très bien que c'est ce qui compte en fait dans le classement des nations. Il faut avoir plus de médailles d'or. Donc l'objectif, c'était on gagne plus de médailles, étape 1. Étape 2, on convertit ces médailles en médailles d'or. Donc là, voilà, le cap, il est bon. Les résultats des athlètes a été très bons sur l'été et la saison automnale 2023. Donc on est sur les projections attendues, tout simplement parce que je l'ai dit, voilà, il y a eu plus de moyens donnés aux athlètes, aux fédérations. Il y a aussi eu un apport de la science qui avait été délaissé pendant des années, alors même que c'est absolument essentiel. Et puis, il y a aussi tout un travail de fond durable qui est en train de se faire sur l'héritage, qui est aussi de se dire que mathématiquement, si on veut aller chercher plus de médailles, plus de podiums, il faut aussi qu'on ait plus d'athlètes. Parce que si on regarde une statistique, à Tokyo, on était absent de près de 70% des épreuves des Jeux paralympiques. Donc, plus on est absent de certaines épreuves, moins on peut gagner de médailles. Donc, l'idée, c'est aussi de densifier le niveau de pratique de la France sur les différents sports, d'aller chercher plus de handicaps sévères, d'aller chercher des femmes. Tout ça, c'est aussi les objectifs que nous avons sur des échéances un petit peu plus longues que Paris 2024. Alors rendez-vous le 28 août 2024 pour la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques sur la place de la Concorde et sur les Champs-Élysées pour transformer, convertir ce rêve. Alors c'est à présent l'heure pour nous de passer à la séquence suivante, la séquence rapide de l'émission, le Quizella. Alors le Quizella, c'est quoi? C'est un quiz, ça va vite. Les règles, c'est très simple. Je pose plein de petites questions et il faut répondre le plus rapidement possible. C'est D'accord, parti. je T'es vais prête? essayer. Alors, si tu avais dû faire un autre sport, lequel aurais-tu fait? Triathlon, Quelle est la médaille dont tu es la plus fière? le titre à Londres. Sais-tu pourquoi tu voulais être sapeur-pompier? Mon côté empathique. C'est quoi ta musique pré-entraînement? Ça dépend de mon humeur.
Est-ce que tu as un rituel ou une superstition avant tes compétitions? Je suis bourrée de tics et de tocs avant mes compétitions. C'est-à-dire que j'étais, terriblement stéréotypée du moment où je commençais à m'échauffer jusqu'au moment où je m'élançais. Et alors, Heu concrètement? En fait, c'est toujours le même rituel de gamme, d'échauffement, de toujours, voilà, bien remettre la prothèse, de l'essuyer avant la course. Donc en fait, j'étais bourrée comme ça de tocs et notamment en longueur. Il fallait exactement que je pose mon pied dans le bon axe, que je fasse les mêmes que je bouge comme ça mes doigts, que je remette mes cheveux. C'est terrible de se voir. J'étais bourrée de tocs, en fait. Quel est ton booster en énergie? Ma famille, À l'inverse, qu'est-ce qui te démoralise? la méchanceté et les critiques. Un mot pour décrire la sensation de participer à tes premiers Jeux paralympiques. Ah, mes premiers jeux, la sensation, ça va être la déception. Je vais pas trouver autre chose parce que je suis passée totalement à côté de mes jeux, parce que je me suis fait absorber par la magie des jeux. Voilà, j'étais là, je papillonnais, je découvrais les jeux et j'en avais oublié que j'étais une athlète de haut niveau qui venait chercher des médailles. Voilà, la chance que j'ai eue, c'est d'avoir le droit d'échouer pour reconquérir le titre paralympique 4 ans plus tard. Le conseil que tu donnes aux jeunes porteurs de handicap que tu rencontres dans les écoles. De croire en leurs rêves et de se donner de l'ambition. Voilà. Ton plus grand rêve aujourd'hui? De faire en sorte que tous les enfants et les jeunes en situation de handicap, ils aient une opportunité de s'épanouir dans le sport. Un mot pour décrire ton destin entre ceux-ci, une fatalité, un combat, un choix heureux ou une vocation. Un choix heureux. Et pour finir, si les 8 milliards d'êtres humains sur cette terre nous écoutaient, ce qui est pas loin d'être le cas, quelle serait la plus belle phrase que tu leur adresserais? De cultiver nos différences, parce que c'est vraiment ces différences qui font notre richesse. Eh bien, c'est la fin de cette émission. On se quitte sur cette chanson que tu as choisie, Paradise de Coldplay. Est-ce que tu peux nous en dire un mot? Pourquoi tu as choisi cette chanson? Alors j'ai choisi ces chansons parce que c'est vraiment, pour moi, ça évoque un des plus beaux souvenirs de ma carrière sportive, parce qu'en fait Coldplay est venu chanter à la cérémonie de clôture de Londres, et on était à la fois acteurs et spectateurs de ce spectacle, puisqu'on avait le public derrière nous, on avait Coldplay devant, on était au milieu du concert, et voilà. Et quand dans les mois qu'on suivi les Jeux de Londres, j'entendais cette chanson-là, chaque fois ça me dressait les poils, et je sais que j'étais pas la seule de l'équipe de France à ressentir cette sensation, donc c'est toujours, voilà, me replonger sur les Jeux de Londres. Merci Marie-Amélie, un immense merci de nous avoir partagé tout simplement ton monde, de nous avoir fait rentrer dans tes émotions et tes apprentissages de pionnière. Merci. Quant à nous, on se retrouve tout de suite pour la séquence du pitch. Les pionniers chez Fred Mazzella sur BFM Business.